Ils sont vulnérables et souvent sujets à des discriminations et pourtant, ils ne sont pas différents du commun des mortels. Les personnes atteintes d'albinisme sont souvent sujets de discrimination à cause de la méconnaissance dans nos contrées africaines de l'albinisme. Alors, comment prendre soin de ces personnes? Nous allons en parler dans ce nouveau numéro de votre magazine Ma Santé. Avant de voir avec le dermatologue, suivez cet élément et on revient. En 2014, l'Assemblée générale des Nations unies a adopté une résolution proclamant le 13 juin Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme en réponse au Conseil des droits de l'homme des Nations unies et la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui réclamaient la prévention des agressions et de la discrimination à l'encontre des personnes atteintes d'albinisme. L'albinisme, profondément mal compris et souvent assimilé à des mythes erronés découlant de la superstition, les personnes atteintes sont souvent marginalisées, stigmatisées, ce qui entraîne leur exclusion sociale. Au Togo, l'Association nationale des albinos organise régulièrement des campagnes afin de sensibiliser, mais aussi de fournir des matériels adéquats pour la protection des personnes atteintes d'albinisme. Pour cette énième campagne, l'association appuyée par la Fondation Pierre Fabre a choisi de mettre l'accent sur la prise en charge chirurgicale des lésions cancéreuses. Les personnes atteintes de l'albinisme sont à risque au cancer et à certaines affections de la peau dues à leur fragilité à l'exposition au soleil. Ils sont donc parfois obligés d'avoir recours à la chirurgie ou encore à la cryothérapie. Alors, docteur, tout à l'heure, nous vous avions suivi en train de pratiquer, je dirais, un acte. Dites-nous ce que c'est et expliquez-nous ce que c'est. Voilà, donc ce que vous avez vu tout à l'heure, il s'agit de ce que nous appelons la cryothérapie. La cryothérapie, c'est un acte médical, parfois on dit même médico-chirurgical, qui permet de détruire les lésions précancéreuses chez les personnes vivant avec l'albinisme. Donc, on utilise pour cela un liquide qu'on appelle l'azote liquide. L'azote liquide est un liquide extrêmement froid, à moins de 160 degrés. Donc, appliqué sur les lésions par un spécialiste, cela permet la destruction des lésions avant qu'elles n'arrivent au stade de cancer. Parce que là, quand ça arrive au stade de cancer, voilà, là on a les complications. Mais au stade pré-cancer, nous pouvons utiliser l'azote liquide et réaliser ce que nous appelons la cryothérapie pour détruire ces lésions. Alors dites-nous, que faut-il faire pour ne pas en arriver à avoir des lésions précancéreuses? Voilà. Pour cela, il faut que les personnes qui vivent avec l'albinisme se protègent contre le soleil. Parce que essentiellement, les maladies de peau ou bien les cancers chez les personnes vivant avec l'albinisme sont provoqués par le rayonnement solaire. C'est-à-dire qu'il y a ce que nous appelons communément les ultraviolets. Il y en a de type A ou de type B qui, quand ils interagissent avec la peau, peuvent déclencher chez ces personnes qui vivent avec l'albinisme des cancers parce que leur peau ne contient pas un protecteur naturel que tout le monde, toi et moi, nous avons, ce qu'on appelle la mélanine. Puisque la mélanine, c'est cette substance que notre peau produit et qui donne la couleur noire à notre peau. Mais chez les personnes vivant avec l'albinisme, donc ils n'ont pas cette mélanine. Et donc, ils sont donc exposés aux rayons ultraviolets. Et ce sont ces rayons ultraviolets-là qui provoquent les cancers. Donc, essentiellement, il faut se protéger par des crèmes solaires, qu'on appelle généralement les écrans solaires. Le meilleur, c'est quand c'est un écran total, ou bien SPF 50+.
donc qu'ils appliquent sur les parties photo exposées. En plus des crèmes solaires, il y a la protection vestimentaire qui reste très importante. Donc, c'est des personnes qui doivent porter des manches longues, des pantalons, porter un chapeau pour couvrir, donc des chapeaux à bord large pour pouvoir se protéger du soleil. Et voilà, donc essentiellement des vêtements sombres, parce que quand c'est les vêtements clairs, ça n'arrive pas à arrêter les rayons ultraviolets dont je vous ai parlé tout à l'heure. D'accord. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population par rapport à l'albinisme? Parce qu'aujourd'hui, force est de constater que beaucoup de gens ne maîtrisent pas encore cette maladie, et ce qui fait que les personnes atteintes de l'albinisme sont souvent sujettes à des discriminations. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pouvez dire à la population? Ce qu'il faut retenir de l'albinisme, c'est que c'est une maladie génétique. Maladie génétique, cela veut dire que ce n'est pas leur choix déjà. Il faut que la population le sache, ce n'est pas leur choix. C'est une maladie familiale génétique, donc qu'on a à travers les gènes dans la famille. Je ne vais pas aller dans trop de détails parce que c'est très difficile, mais ce n'est pas une maladie contagieuse. Ce n'est pas provoqué par un microbe. Ce n'est pas une malédiction comme d'autres personnes peuvent le penser. C'est juste un problème de gène familial. C'est-à-dire quand on retrouve dans la famille du papa et dans la famille de la maman des gènes de personnes qui vivent avec l'albinisme, vous pouvez avoir un enfant albinos. Mais ce qu'il faut encore ajouter, c'est que vous pouvez avoir des parents qui sont apparemment, on va dire, normaux, mais qui portent dans leur sang ou bien dans leur gène des gènes d'albinisme. Et donc, quand ces deux parents également se marient entre eux, ils peuvent avoir des enfants qui souffrent d'albinisme alors que les parents sont apparemment sains. Donc, c'est une maladie purement génétique. Et donc, dans ce cas, si on cherche bien dans la lignée de la famille, il y a forcément quelqu'un qui a cette affection-là. C'est très bien ce que je veux dire. Voilà. Donc, si on fouille bien dans la famille, on retrouvera une ou deux personnes, on va avoir même plusieurs personnes qui vivent avec l'albinisme. Ce qui est parfois difficile à prouver parce que ça peut être un peu lointain, ça peut être des grands-parents, des arrière-grands-parents, donc c'est un peu difficile. Mais on peut avoir des parents de première lignée apparemment normaux, mais qui ont des enfants qui vivent avec l'albinisme. Donc, du coup, l'albinisme, la personne albinos est normale, comme vous et moi. La seule chose qui les différencie, c'est, on va dire, la couleur de la peau. Le deuxième problème qu'il faut également noter sur l'albinisme, c'est la teinte oculaire. C'est pour cela que dans notre jargon, nous parlons d'albinisme oculocutané. Parce que ce manque de pigments qu'on a au niveau de la peau, on l'a également au niveau des yeux. Et donc, ce sont des personnes qui ont du mal également avec les yeux. Ils ont des complications, parfois une baisse de vision, parfois ce que nous appelons des diplopies, c'est-à-dire ils voient double, parfois, etc. Donc, ils ont des problèmes de nystagmus, ils ont des problèmes oculaires qu'il faut également prendre en charge. Et aujourd'hui, surtout pour les enfants qui vivent avec l'albinisme, il y a des choses qui sont faites pour que, par exemple, à l'école, ils puissent être proches des tableaux pour pouvoir mieux lire et également faciliter la prise en charge ophtalmologique chez ces personnes. Alors, aujourd'hui, s'il arrive qu'une femme donne naissance à un enfant et qu'elle constate que cet enfant est atteint d'albinisme, qu'est-ce que les parents de cet enfant doivent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent poser comme démarche? Un parent qui, aujourd'hui, a un enfant qui est albino peut déjà prendre contact avec cette association qui vont les aider à avoir tout ce qu'il faut, une consultation dermatologique, une prise en charge adéquate. Cette association, dans ses activités, est aidée par la Société togolaise de dermatologie qui les aide également dans la prise en charge des maladies de la peau. Et donc, ils peuvent également venir directement voir un dermatologue ou, comme je le dis, voir la NAT. La troisième possibilité, c'est également voir les chirurgiens, parce qu'on travaille avec des chirurgiens maxillofaciales qui nous aident dans la prise en charge des maladies qu'on doit opérer. Et donc, si cette personne, cette mère aussi va vers ces chirurgiens,
Ils sont au niveau du CHU Tocoin. On peut également l'intégrer dans le système. Alors, docteur, comment se fait la prise en charge des lésions cancéreuses chez les personnes atteintes d'albinisme? La prise en charge se fait d'abord à travers une consultation dermatologique qui va faire le diagnostic clinique de la lésion précancéreuse ou cancéreuse. Et ensuite, ces lésions sont montrées au chirurgien qui définit si la prise en charge peut être faite immédiatement sur le terrain ou si, en fonction de la topographie de ces lésions nécessitent une prise en charge dans un environnement un peu plus sécurisé, c'est-à-dire au bloc opératoire. On va dire concrètement, pour les lésions qui nécessitent ou qui ont les critères pour la prise en charge sur le terrain, la prise en charge est faite selon deux modalités. Et ces deux modalités sont fonction des lésions, du type de lésion. Si on suspecte une lésion dite carcinome basocellulaire, qui est une lésion un peu moins méchante au niveau de l'envahissement, c'est une lésion superficielle, donc ces lésions vont être réséquées avec une marge minimale de 2 mm. Et après, on referme le site sur lequel la lésion a été enlevée. La pièce qui a été réséquée va être orientée et envoyée pour analyse histologique au laboratoire. Maintenant, pour les lésions dont la clinique évoque le type spinocellulaire ou épidermoïde, c'est des lésions un peu plus méchantes. Et donc, ces lésions nécessitent le même type d'exérèse, mais avec des marges beaucoup plus importantes, allant de 6 mm à 1 cm de marge. Maintenant, ces lésions, si l'exérèse a été faite et que la zone cruentée, la zone réséquée, ne peut pas être refermée immédiatement, nous référons en fait ces patients au bloc opératoire pour faire ce qu'on appelle une greffe de peau, avec prise de peau sur une zone saine. Voilà un peu globalement comment la prise en charge se fait. Et ces lésions sont donc adressées comme les premières au laboratoire d'anatomopathologie qui va nous confirmer si oui ou non il s'agit bel et bien de lésions de type basocellulaire ou des lésions de type spinocellulaire. Maintenant, si une lésion de type spinocellulaire a été confondue cliniquement à une lésion de type spinocellulaire, là, les marges qu'on a données aux lésions de type basocellulaire, c'est de 2 mm, donc vont apparaître comme insuffisantes. Donc le patient va être reconvoqué pour compléter les marges d'exérèse pour que ça soit les standards requis pour les lésions spinocellulaires. D'accord. Alors, est-ce qu'il y a des cas de rémission totale? Si on fait ces prises en charge-là, est-ce que les patients ont une rémission totale? Rémission totale, c'est le but pour lequel la prise en charge elle a été codifiée. C'est-à-dire que je reviens en fait sur les lésions précancéreuses. Les lésions précancéreuses, par exemple, sont prises en charge par la cryothérapie. C'est les dermatologues en fait qui brûlent ces lésions avec de l'azote liquide. Maintenant, quand ces lésions sont un peu plus étendues et que la cryothérapie n'est pas à même d'arriver à bout de ces lésions, on les réfère donc au chirurgien. Et il y a des standards qui sont bien connus par rapport à la prise en charge de ces lésions. C'est ces standards qu'on essaye de respecter. Ce respect se fait par rapport aux marges qu'on doit prendre par rapport à la lésion, les marges de peau saine par rapport à la lésion et les marges en profondeur. Si les marges en superficie, c'est-à-dire au niveau du pourtour de la lésion, sont respectées et les marges en profondeur sont respectées, normalement, la lésion, lorsqu'elle est réséquée, il n'y a pas de récidive locale. Par contre, comme ces patients sont sujets à fabriquer de ces lésions avec l'ensoleillement, en fait, les effets néfastes des rayons ultraviolets du soleil, ils peuvent en fabriquer d'autres à proximité, mais pas sur la zone qui a été réséquée. On parlerait de récidive.
si les standards ne sont pas respectés, effectivement, la lésion, si elle existe en profondeur alors que vous l'avez enlevée en superficie, la récidive, elle va être inévitable. Mais connaissant les standards, nous essayons de respecter ces standards-là pour qu'une fois que la lésion a été réséquée, avec donc l'œil du chirurgien et du dermatologue, pour spécifier le type de lésion, que l'exérèse soit faite selon les standards. Et puis, très souvent, on se retrouve dans le cas où la lésion, la cicatrice opératoire ayant complètement atteint son terme, qu'il n'y ait pas de lésion en fait en dessus. On entend souvent qu'il y a des interdictions au niveau alimentaire pour que ces personnes-là ne soient pas atteintes de ces lésions cancéreuses. Est-ce que c'est avéré? A priori, oui, quand la prise en charge d'une lésion n'est pas codifiée, ça donne libre cours en fait à des spéculations. Il n'y a pas d'aliment qui soit à l'origine de la survenue de lésions cancéreuses ou précancéreuses chez les personnes atteintes d'albinisme. En réalité, c'est des personnes qui ont un manque ou une insuffisance de mélanine. Et c'est cette mélanine, normalement, qui aide nous, les personnes non atteintes d'albinisme, à filtrer les rayons ultraviolets pour que ces rayons ne pénètrent pas dans notre peau pour entraîner en fait ces dégâts. La même chose chez les personnes de couleur blanche, chez les blancs par exemple, ils sont un peu plus exposés que nous les noirs parce que la mélanine existe bien sur peau blanche, mais elle n'est pas assez importante. Et donc leur couverture est similaire un peu en fait à celle des personnes atteintes d'albinisme, de sorte que sous ces cieux-là, les gens ils vont au soleil quand c'est l'été, mais ils se couvrent bien de crème solaire pour protéger en fait la peau contre la pénétration de ces rayons ultraviolets. Merci docteur pour vos explications et bonne suite à vous. Merci beaucoup, si je vous en prie. Vous l'aurez compris, les personnes atteintes de l'albinisme ne sont pas différents du commun des mortels. Ils ne l'ont pas cherché, ce ne sont pas des sorciers comme certains le prétendent. Ce sont seulement des personnes normaux comme le commun des mortels. Prenons soin d'eux, prenons nos dispositions pour qu'ils se sentent bien dans leur famille et dans la société. Voilà, c'est fini pour cette émission. Merci à tous de l'avoir suivi. On se revoit la semaine prochaine.